je demande qu'elle soit examinée. Finalement, on procède au vote. Il est approbatif en faveur d'Aragon. S'ensuit malgré tout un moment de commentaire et de confusion dont témoigne le compte-rendu de la réunion du 23 novembre 1926. Perret demande ensuite à Bernier de justifier son travail récent. Celui-ci explique qu'il termine actuellement un travail de nature à pousser la question soulevée par légitime défense dans la voie de l'activité révolutionnaire marxiste, qu'il a poursuivi l'étude de Marx et Engels dans des conditions physiques et morales très pénibles, et que pour gagner sa vie, il a écrit des chroniques sportives dans l'Humanité et le plaisir de vivre. Breton demande alors. Quelle est la position de Bernier à l'égard du PC? Bernier. Je suis sympathisant. Breton. Quant à votre collaboration à l'Humanité, elle est sans aucune valeur, parce que sportive. Tout ce qui est sportif est contre-révolutionnaire. Bernier. Pour les camarades des soviets, tout ce qui est sport n'est pas contre-révolutionnaire, puisqu'on aussi un commissariat des sports. Breton. On ignore si votre activité intellectuelle n'est pas d'ordre sportif. Je me fous du sport Alors, Bernier, je me fous du sport. et ne m'y intéresse qu'au point de vue de diffusion du communisme par ce moyen. Breton. Alors vous faites des articles sur des sujets dont vous vous foutez. Bernier. Si j'avais assez d'argent pour vivre... Breton. Alors je crois que cet argument n'est pas nécessaire. Personne n'y a fait allusion jusqu'à présent. Bernard alors de surenchérir. Je ne vous demande pas, Bernier, pourquoi vous les avez faits. Je vous demande des explications sur certains points de détail qui laissent apercevoir votre militarisme. Par exemple, lorsque vous parlez de... Bernier lui coupe la Je parole. ne me rappelle pas une ligne de ces articles. Breton. Des surréalistes à propos de leur adhésion au Parti communiste. Olivier Barbaran, poète, critique littéraire, spécialiste de cette période, va nous éclairer sur ces thèmes. Peut-être que le premier élément qu'on pourrait mettre en avant, après avoir écouté cette sélection, qui n'est qu'une partie, mais une partie subtilement choisie, des échanges qui ont eu lieu dans cette soirée de novembre 26, c'est peut-être de rappeler les contextes dans lesquels les choses se sont organisées, notamment le contexte pour le surréalisme. Je crois que je suis un peu là pour ça. La rencontre qui s'effectue, la question qui est posée, se fait entre deux structures assez jeunes, au fond. Le surréalisme est né en 24, il vient de naître d'une certaine manière, même s'il y a un passé, un passif sur lequel je reviendrai des différents interlocuteurs de cette soirée. Puisque c'est le manifeste du surréalisme d'André Breton, à quoi j'ajouterai volontiers, pour compliquer un peu les choses, une vague de rêves d'Aragon de 15 jours précédents, qui ont été les deux textes fondateurs en octobre 24. Le Parti communiste, là vous le savez, lui est un tout petit peu plus âgé, il a 4 ans de plus, et je crois qu'une contextualisation historique sera faite à ce sujet. Pourquoi je dis que le surréalisme a déjà une sorte de passé, c'est que cependant, les jeunes gens, comme on le sait, qui vont fonder ce groupe surréaliste évolutif et qui fédère un certain nombre de gens qui viennent, qui arrivent, Artaud en fera partie, on l'a vu, Prévert y passe, les gens du château, et puis là ils sont en train de se rapprocher d'un autre groupe sur lequel on dirait qui s'appelle Clarté, qui travaille avec eux. Le surréalisme ne fait cependant que théoriser un rapprochement qui date depuis longue date. Les gens se connaissent depuis longtemps. Certains d'entre eux, Breton, Aragon et Soupeau, se connaissent depuis 17. C'est en 19 que Breton et Soupeau découvrent en gros l'écriture automatique qui est à l'initiative, au fond, de la révolution mentale littéraire qu'est le surréalisme. Et surtout, l'activité Dada leur a montré tout à la fois leur puissance de révolte réelle, leurs agissements, et en même temps une certaine forme déjà de lassitude et de sentiment de l'impasse, et c'est là où on en vient à la question évidemment de l'adhésion, de l'impasse d'une avant-garde qui, ne se manifestant que sur le terrain littéraire ou mondain, littéraire par la puissance de leurs textes, mais mondain aussi par leurs interventions dans un tout Paris où ils ont fait scandale, ils se sont déjà un peu lassés du scandale pour le scandale. Et peut-être qu'une date, et d'où la question, si nous sommes révolutionnaires,
Nous ne pouvons plus nous contenter d'expériences parfois un peu malheureuses, comme par exemple la manifestation Dada qui a eu lieu précédemment, du temps du dadaïsme, et où il s'agissait d'aller réciter le dictionnaire à Saint-Julien-le-Pauvre. On voit que cet enjeu anticolonialiste, c'est le refus que la France, qui a déjà fait une Première Guerre mondiale, refasse une guerre, et c'est un refus du colonialisme qui est au cœur de leurs préoccupations, et qui décidera, en tout cas pour un auteur que je connais bien, qui est Aragon, décidera d'un fil conducteur de toute sa vie, là aussi, depuis la guerre du Rif jusqu'au fou d'Elsa, pendant la guerre d'Algérie, l'un des facteurs déterminants, et l'une des fiertés peut-être aussi historiques du communisme, c'est d'avoir été ce parti anticolonialiste d'emblée, ce qui n'était pas le cas de toute la gauche, loin de là. Et c'est cette question coloniale qui les fait aller vers Barbus, qui les fait faire cet agite propre à la causerie des Lilas, qui les fait se poser un an plus tard la question de l'adhésion au communisme. Trop souvent, on parle de l'attrait du soleil trompeur de Moscou. Ce n'est pas ça qui a décidé ou déterminé dans la réalité de leur choix. Ensuite, bien sûr, il y aura toute la question soviétique qui se posera. Mais ils n'en sont pas encore là. C'est d'abord ce qui se passe en France. Ce qui se passe en France dans son rapport à la guerre et au colonialisme. Et ce sera ensuite qu'apprenant des choses, ils en viendront à une meilleure connaissance de la révolution soviétique qu'ils ne font qu'effleurer. Dernier point peut-être, parce que je crois que j'ai déjà été fort long, un dernier point peut-être pour dire que ce qui adviendra de ces réflexions, non, mais deux derniers points, pardon, dans mon plan, deux derniers points. L'un qui est tout de même la propension rétrospective à voir combien, bardé d'interdits littéraires, bardé de sujets qui ne sont pas exactement ceux de l'enjeu social et politique au bord duquel ils se jettent, ils ont une intuition qui continue, je crois, de nous interpeller, qui est celle de quelle place on donne dans une structure politique à la liberté de création. Et derrière, en fait, les rodomontades, les provocations, les ingénuités de ces échanges, je pense que c'est une question qui ne cesse de se poser, qui est la place, au fond, de l'esthétique dans le militantisme collectif. Faut-il les séparer? Faut-il les dissocier? Y aura-t-il une esthétique dirigée par le parti ou non? On croit qu'on n'en veut pas. Je crois que nous n'en voulons pas. Ça n'a pas toujours été le cas, nous n'en voulons plus. C'est une vraie question. Quel sort faire aux intellectuels et aux créateurs qui ne soit pas un sort qui les emprisonne, qui les conditionne, mais qui leur donne toute latitude non plus. Ce n'est jamais simple et tous les partis ne se posent pas la question parce que tous les partis n'ont pas des créateurs et des intellectuels. Mais dès lors qu'on en a, la question mérite d'être posée et il la pose sans doute avec une candeur un peu brutale. Il sent bien qu'il y a là quelque chose comme une difficulté et il n'arrive pas du tout ni à la résoudre ni à la régler parce que eux ils la règlent en disant il ne faut plus écrire. Effectivement là le parti n'aurait pas de difficulté à ne pas les censurer non plus puisqu'ils n'écrivent plus, ils n'ont plus le droit d'écrire. Ou alors il faut écrire que des choses utiles. Et alors dans ce cas-là, c'est qu'on intègre la dimension de l'utilité. Et pourtant ils ont la conscience de la difficulté et c'est là où l'esthétique revient. L'une des difficultés des rapports des surréalistes avec le Parti communiste, c'est aussi que dans son souci de maintenir l'autonomie de son mouvement, Breton n'a pas facilité les choses. Et qu'ils se sont retrouvés avec clarté dans la détestation, par exemple, ils ont célébré, entre Jean de Clarté et surréalistes, la mort de Maurice Barrès, mais aussi la mort d'Anatole France, qui ne sont quand même pas du même bord politique, mais qui sont pour eux des figures du vieux monde, quel qu'il soit. Mais quand Barbus a tenté d'expliquer les phénomènes littéraires, Breton a eu l'impression que c'était un plat naturalisme ou réalisme qui reprenait le dessus, et il répond par un tract vigoureux et violent qui évidemment ne simplifie pas les choses, puisqu'il s'agit en fait de se débarrasser de la tutelle Barbus sur l'esthétique, c'est-à-dire une forme de réalisme dont Breton dirait que c'est du vérisme, et qui ne comprend pas les avant-gardes. Barbus n'est pas en état de comprendre les avant-gardes. Mais au lieu d'avoir une optique accueillante, en se disant que peut-être tous les champs littéraires ont à se creuser, ils sont absolument convaincus que si ils deviennent
communistes, c'est pour que d'une certaine façon, seul le surréalisme ou seule leur esthétique soit l'esthétique qui soit porteuse, selon eux, d'une véritable révolution. Et ces conflits avec Barbus sont aussi à entendre, je crois, comme des conflits générationnels. Ils ne comprennent plus la langue de Barbus, et Barbus ne comprend plus la leur. Mais leur souci d'autonomie les fait évidemment atrocement polémiquer, et essentiellement polémiques. Et donc, petite sélection de textes de la période. Les membres sous-signés de la Révolution surréaliste, réunis le 2 avril 1925 dans le but de déterminer lequel des deux principes, surréalistes ou révolutionnaires, était le plus susceptible de diriger leur action sans arriver à une sentence et une entente sur ce sujet, se sont mis d'accord sur les points suivants. 1. Qu'avant toute préoccupation surréaliste ou contre-révolutionnaire, ce qui domine dans leur esprit est un certain état de fureur. 2. Ils pensent que c'est sur le chemin de cette fureur qu'ils sont le plus susceptibles d'atteindre ce qu'on pourrait appeler l'illumination surréaliste. 3. Qu'un des premiers buts à atteindre est l'élucidation des quelques points auxquels devrait s'attaquer plus particulièrement cette fureur. 4. Que l'esprit est un principe essentiellement irréductible et qui ne peut trouver à se fixer ni dans la vie, ni au-delà. 5. Les signataires de cette motion s'engagent, en ce qui les concerne, à rester indéfectiblement fidèles aux principes qu'ils viennent de formuler, quels que soient les abandons qui pourraient se produire par la suite. Artaud, Boiffard, Léris, Masson, Navine. La Révolution, d'abord et toujours, 1925. André Breton. Le monde est un entrecroisement de conflits qui, aux yeux de tout homme un peu averti, dépasse le cadre d'un simple débat politique ou social. Notre époque manque singulièrement de voyants. Mais il est impossible à qui n'est pas dépourvu de toute perspicacité de n'être pas tenté de supputer les conséquences humaines d'un état de choses absolument bouleversant. Plus loin que le réveil de l'amour-propre de peuples longtemps asservis et qui sembleraient ne pas désirer autre chose que de reconquérir leur indépendance, ou que le conflit inapaisable des revendications ouvrières et sociales au sein des États qui tiennent encore en Europe, nous croyons à la fatalité d'une délivrance totale. Sous les coups de plus en plus durs qui lui sont assénés, il faudra bien que l'homme finisse par changer ses rapports. Bien conscient de la nature des forces qui troublent actuellement le monde, nous voulons, avant même de nous compter et de nous mettre à l'œuvre, proclamer notre détachement absolu et en quelque sorte notre purification des idées qui sont à la base de la civilisation européenne encore toute proche et même de toute civilisation basée sur les insupportables principes de nécessité et de devoir. Plus encore que le patriotisme qui est une hystérie comme une autre, mais plus creuse et plus mortelle qu'une autre, ce qui nous répugne, c'est l'idée de patrie, qui est vraiment le concept le plus bestial, le moins philosophique dans lequel on essaye de faire entrer notre esprit. Nous sommes certainement des barbares, puisqu'une certaine forme de civilisation nous écœure. Partout où règne la civilisation occidentale, toute attache humaine ont cessé, à l'exception de celles qui avaient pour raison d'être l'intérêt, le dur paiement au comptant. Depuis plus d'un siècle, la dignité humaine est ravalée au rang de valeur d'échange. Il est déjà injuste, il est monstrueux que qui ne possède pas soit asservi par qui possède. Mais lorsque cette oppression dépasse le cadre d'un simple salaire à payer et prend par exemple la forme de l'esclavage que la haute finance internationale fait peser sur les peuples, c'est une iniquité qu'aucun massacre ne parviendra à expier. Nous n'acceptons pas les lois de l'économie ou de l'échange, nous n'acceptons pas l'esclavage du travail et dans un domaine encore plus large, nous nous déclarons en insurrection contre l'histoire. Coupe.
plaçant au-devant de toute différence notre amour de la Révolution et notre décision d'efficace. Dans le domaine encore tout restreint qui est pour l'instant le nôtre, nous. Clarté. La révolution surréaliste. Philosophie. Nous déclarons ce qui suit. Premièrement, le magnifique exemple d'un désarmement immédiat, intégral et sans contrepartie qui a été donné au monde en 1917 par Lénine à Brest-Likov. 2. En tant que, pour la plupart, mobilisables et destinés officiellement à revêtir l'abjecte capote bleue horizon, nous repoussons énergiquement et de toute manière pour l'avenir l'idée d'un assujettissement de cet ordre, étant donné que pour nous, la France n'existe pas. 3. Il va sans dire que dans ces conditions, nous approuvons pleinement et contresignons le manifeste lancé par le comité d'action contre la guerre du Maroc, et cela d'autant plus que ses auteurs sont sous le coup de poursuites judiciaires. Prêtres, médecins, professeurs, littérateurs, poètes, philosophes, journalistes, juges, avocats, policiers, académiciens de toutes sortes, vous tous, signataires de ce papier imbécile, les intellectuels aux côtés de la patrie, nous vous dénoncerons et vous confondrons en toute occasion. Chien dressé à bien profiter de la patrie, la seule pensée de cet os à ronger vous anime. 5. Nous sommes la révolte de l'esprit. Nous considérons la révolution sanglante comme la vengeance inéluctable de l'esprit humilié par vos œuvres. Nous ne sommes pas des utopistes. Cette révolution, nous ne la concevons que sous sa forme sociale. S'il existe quelque part des hommes qui aient vu se dresser contre eux une coalition telle qu'il n'y ait personne qui ne les réprouve, traîtres à tout ce qui n'est pas la liberté, insoumis de toutes sortes, prisonniers de droit commun, qu'ils n'oublient pas que l'idée de révolution est la sauvegarde la meilleure et la plus efficace de l'individu. Bon, je sais qu'il est 20h13, qu'on n'a pas fini et qu'on a eu des textes difficiles et beaux et que vous savez déjà presque tout, mais c'était un peu l'intervention, l'autre côté du miroir en quelque sorte. Les surréalistes, le parti, maintenant le parti et les surréalistes, en tout cas, à quel parti ces hommes, puisque là on a beaucoup parlé d'hommes quand même, souhaitent adhérer. Un mot rapide, qu'est-ce que c'est que le Parti communiste dans les années 1920? D'abord, c'est une question difficile. D'abord, on peut dire que c'est un parti socialiste, il faut le dire, parce qu'une des grandes différences par rapport à la plupart des partis communistes d'Europe, c'est qu'en France, à Tours, au congrès de Tours en 1920, les socialistes décident majoritairement de rejoindre l'Internationale communiste. Ça veut donc dire que la plupart des adhérents qui sont là sont des adhérents qui vont adhérer d'abord à un parti socialiste. Et la grande incarnation de ça, c'est bien sûr Marcel Cachin, qui était là avant, qui a failli être ministre, je vous le rappelle quand même, pendant la Grande Guerre, et qui est toujours là comme directeur de l'Humanité après. Donc on a des éléments ici de continuité qui sont forts. Après, il y a une formule, il y a un deuxième aspect, c'est qu'en même temps que c'est un parti socialiste, il faut bien comprendre que Tours, il y a une dimension biface à Tours. Tours, c'est quoi? Tours, c'est d'une part des partisans de la restauration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se positionnent à Tours pour l'adhésion internationale communiste parce qu'ils considèrent que les combats socialistes ont été trahis par les directions socialistes. Ils s'étaient engagés pour la paix, arrive la guerre, qui est approuvée par les dirigeants socialistes. Et eux disent, c'est une trahison, il faut revenir à la situation antérieure. Il y a, dans ceux qui votent pour Tours, il y a de ça. Et à l'inverse, on les entend, quand on relit précisément le sténogramme, il y a des voix qui sont vraiment dans cet état d'esprit-là. Et en même temps, il y en a d'autres qui sont au contraire pour une forme de rénovation. C'est-à-dire d'autres qui adhèrent à l'internationale communiste, non pas pour revenir à la situation antérieure, mais en considérant qu'on est entré dans une nouvelle étape de l'histoire et qu'il faut se mettre, comme si je puis dire, un petit peu de manière plus humble, ce qui change beaucoup pour le mouvement ouvrier français. Parce que le mouvement ouvrier français, il a une très haute considération de lui-même, parce que c'est lui qui fait les révolutions. Les autres, c'est sympathique, mais lui, il fait les révolutions. Et alors là, il y a une partie de ceux qui adhèrent à l'internationale communiste qui disent non, on fait les révolutions, mais nous, ça dure 72 jours, ça s'appelle la Commune de Paris, et c'est fini. Bon, et eux, visiblement, ils y arrivent. Donc, peut-être qu'il faut qu'on se mette à faire des choses différemment.
Donc il y a une espèce d'ambiguïté dans l'adhésion de Tours, puisqu'il y a deux raisons différentes d'adhérer à Tours, et ce parti du début des années 20, ben, il fait vivre cette espèce de mélange-là. Bien. De sorte qu'en 1924, qui est une date importante dans l'histoire du Parti communiste, il y a une formule évidemment destinée à marquer, qui est rédigée dans les cahiers du bolchevisme, qui sont l'organe central, l'organe théorique des communistes à ce moment-là, qui dit « Le Parti communiste aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un composé de 20% de jaurécisme, 10% de marxisme, 20% de léninisme, 30% de confusionnisme. » Voilà. Donc c'est la formule qui est employée à ce moment-là en 1924. Et la réponse, évidemment, que ça appelle, vous imaginez bien que ça n'appelle pas à nous dire qu'il faut continuer comme ça, c'est le prélude à ce qu'on va appeler la bolchevisation. Là, on se dit, bon, maintenant, c'est fini, il faut passer à un parti de type nouveau. C'est l'idée. C'est quoi la bolchevisation? C'est d'abord un événement fondamental et essentiel et qui pose des problèmes et en même temps qui a des avantages par rapport à la question qui nous occupe ce soir. La bolchevisation, c'est d'abord et avant tout la question du primat ouvrier. Qu'est-ce que c'est qu'un parti ouvrier français au XIXe siècle et au début du XXe siècle et au Parti communiste avant 1924? C'est un parti qui compte beaucoup d'ouvriers. C'est le cas du Parti socialiste, c'est le cas du Parti communiste. Mais plus vous montez dans la hiérarchie, moins vous avez d'ouvriers. C'est ça un parti ouvrier, comment dire, au début des années 20, dans les années 10 et avant. Et c'est vrai, la chaîne parlementaire est partout. La bolchevisation, c'est quoi? C'est une décapitation générale. Ça veut dire on vire, c'est très volontariste, une décapitation volontariste, on va écarter partout, à tous les niveaux, cellules, sections, tout ce qu'on voudra dire, fédération, tous ceux qui ne sont pas ouvriers, on met à la place des ouvriers. Ça donne des résultats plus ou moins réussis, mais enfin c'est quand même ça. C'est ça. Et c'est une expérience unique qui est fondatrice pour le Parti communiste en réalité, parce que c'est ce qui lui donnera une singularité qu'il aura pendant un certain nombre de décennies. Mais les intellectuels et les artisans, tout ça, eh bien évidemment, ça ne les place pas en position très facile. Ça n'en fait pas des vedettes et on n'est pas vraiment en première place. Ça peut créer des éléments de suspicion. Suspicion d'abord, puisque dans une espèce de course à l'ouvrier, partout, tout le temps, en direction, et qui lui a un instinct de classe qu'il voit juste, bon, l'intellectuel, sa position de classe, elle peut être discutable, discutée, problématique. Donc ça ne facilite pas, si je puis dire, ces relations-là. J'ajoute qu'en plus, ça pose des problèmes, les intellectuels, parce qu'il y a des rivalités entre eux, tu l'as déjà dit, mais je vais en dire un petit mot. Je prends l'Humanité d'il y a un petit peu moins de 100 ans, je l'ai pris le 7 février 1927. Le 7 février, j'ai pris 1927, donc peu après les discussions qu'on a eues tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a en page 1? En page 1, évidemment, on a beaucoup de politique, d'actualité syndicale, des luttes, on a évidemment un article sur le sport, évidemment, très important le sport dans l'Humanité. Page 2, parmi nombre de faits divers, il y a beaucoup de faits divers dans l'Humanité, c'est un fondamentalisme populaire, il y a plein de faits divers, et on a une publicité, un encart de pub. Pourquoi? Pour Jésus de Barbus, qui vient de sortir, c'est tout. Il n'y a pas une seule trace sur elle, c'était pas pris exprès, 7 février exprès. Donc, Jésus de Barbus, je vous cite là, ce qui est en dessous. Notre camarade Barbus, dans ce livre d'un admirable lyrisme, a voulu traduire l'esprit du vieux prophétisme juif en révolte contre le pharisaïsme, contre toutes les formes d'oppression des pauvres par les riches, c'est exaltation de ceux qui souffrent et un appel aux justes colères. On voit bien que ce genre d'orientation, ça ne va pas trop plaire aux surréalistes, on n'est pas vraiment dans le même univers. Déjà, un livre qui s'appelle Jésus par Henri Barbus, vous voyez, on n'est pas tout à fait dans la bonne direction. Et page 4, c'est une espèce d'immense fil rouge, comme on dirait pour parler de l'humanité aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui annonce un peu les rendez-vous, les réunions diverses et variées. Donc il y a plein de réunions des syndicats, réunions des partis, ici, là, etc. etc. Et puis les échos des luttes, et puis bien sûr le sport. Encore une demi-page sur le sport dans la page 4. Page 3, c'est évidemment les questions internationales. Bon, donc on voit bien que là-dedans, les surréalistes n'ont pas forcément beaucoup de facilité pour s'installer. Donc, un parti socialiste, mais un parti marqué par une bolchevisation, c'est-à-dire une espèce de transformation radicale du parti, très volontariste. Mais en même temps, cette transformation, elle peut contribuer à rapprocher les surréalistes, paradoxalement, de ce monde-là. Pourquoi? Parce que dans cette espèce de transformation radicale, il y a une espèce de révolte portée à l'incandescence, en quelque sorte.
une espèce d'absolu qui sort du petit monde magouillard et médiocre de la politique habituelle. On sent qu'il y a quelque chose d'un peu intense, absolu. Donc forcément, ça peut peut-être plaire, ce côté alternatif, radical, quelque chose en recherche voilà, pas d'un accord législatif ou je sais pas quoi, un truc, oui, c'est pas ça. Là, on est sur autre chose. On est là pour faire la révolution, on n'est pas pour, je sais pas, on va négocier un truc, c'est pas ça. Donc ça, évidemment, ça peut les attirer. Au risque de la marginalisation, parce que c'est ça qui se passe pour le Parti communiste, évidemment. Vous avez un parti qui a, en 1920, qui a plus de 150 000 adhérents, et là, on est évidemment à au moins 3 fois moins, sans doute, évidemment. Ça a des effets, ce genre de choses. Tout le monde n'a pas envie de rester dans ce genre de truc. Mais ça, que les surréalistes, je ne pense pas que ça les fasse fuir, l'espèce de radicalité-là, ça fait fuir des gens, mais ça ne va pas forcément fuir des surréalistes qui peuvent trouver, au contraire, une espèce d'alternative qui peut avoir un côté séduisant, sur le plan passionnel ou même sur le plan rationnel. Autre chose, c'est que cette bolchevisation, elle s'accompagne, tu as fait la version un peu, si je puis dire, historiographiée des 70 du parti, c'est-à-dire, mais oui, le communiste français, c'est pas trop Moscou. D'accord, mais quand même. Non, mais. Oui, t'as dit ça. Mais. C'était pour te charrier un peu. Mais quand même, en réalité, quand on regarde les rapports et les relations entre le Parti français et l'Internationale communiste, le Parti français se prend des avoinées régulières de l'Internationale communiste sur des sujets dont il faut parler. Quels sont ces sujets? Les femmes. Je suis désolé, ça ne vient pas des communistes français, la position des femmes. Rien du tout. C'est l'Internationale communiste qui leur dit « Vous faites rien sur les femmes, les femmes, les femmes ». Et les Français finissent en 1925 par envoyer, comme vous le savez, des femmes candidates aux élections municipales. Mais c'est parce qu'ils se sont pris un grand nombre d'avoinés. Sinon, ce n'est pas nos petits socialistes français qui auraient fait ça tout seuls de leur plein gré. Et l'autre aspect où ils n'ont rien fait non plus, c'est évidemment en direction des étrangers. Là, l'Internationale communiste leur donne des coups derrière les oreilles en permanence. Et effectivement, le 7 février 1927, Racamon, la grande figure du parti et de la CGTU, il vous fait un gros papier, le vrai problème de la main-d'œuvre étrangère, qui est une lecture intéressante que je vous recommande à l'occasion, qui a toujours un certain intérêt. Donc, dans lequel il revient sur l'intérêt de la main-d'œuvre étrangère, de mobiliser, etc., et le fait qu'il ne faut pas céder à l'opposition avec la main-d'œuvre française, etc. Donc, il y a ça, et évidemment, le troisième aspect, tu l'as développé, donc je serai rapide, c'est évidemment la dimension coloniale. Parce que l'anticolonialisme de la SFIO, il était, 1, poussif, et 2, plus développé pour les colonies non françaises. Il faut quand même le dire. Et donc là, c'est quand même l'Internationale communiste qui fouette, et qui finit par faire quelque chose dont on va fêter le centenaire cette année. Tu as parlé de juillet 1925, il faut parler d'une date qu'il faudra commémorer de manière très importante, puisque ce sera un centenaire. Le 12 octobre 1925, c'est la première grève organisée par l'AJC, la CGTU et le Parti communiste. C'est la première grève anticolonialiste de l'histoire de France. Et ça vient pas de n'importe où. C'est ce parti-là. C'est pas un parti. Et 1925, je vous rappelle que, je le dis sans perspective sectaire particulière, mais je rappelle que ceux qui gagnent les élections en 1924, je le rappelle quand même, c'est le cartel des gauches. Hein. Je le dis, nous sommes engagés, nous sommes résolument engagés dans des logiques unitaires, mais malgré tout, ce sont les radicaux et les socialistes qui mènent avec d'autres cette guerre du Rif, c'est la guerre au Maroc, pour maintenir l'oppression coloniale française aux côtés des Espagnols dans le Maroc colonisé. Et donc, contre tout ça, il se mobilise très fort. Donc c'est ça le parti des années 20 qui se mobilise là. Évidemment, il y a des mobilisations qui prennent d'autres formes tout au long de l'année 1925, qui ont une grande mobilisation, et avec évidemment à la clé des répressions très fortes, ce qui n'arrange pas, bien sûr, les effectifs. Bon, je passe assez rapidement, mais en tout cas la question est très très présente vraiment dans l'activité communiste, vraiment très très marquée. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots? Risquer une appréciation, parce que là, on peut dire parti héroïque à certains égards, mais sectaire et coupé du grand nombre. Les deux à la fois, il faut réussir à penser en même temps, c'est assez incroyable d'audace, et en même temps c'est une audace un petit peu sectaire, parce que du fait qu'il y a du mal à entraîner et donc à changer, à transformer le cours des choses réelles, puisqu'ils partent un peu seuls, si je puis dire, donc ils ont du mal à transformer le monde avec eux, puisque eux ont sans doute raison, mais ils ont raison un peu seuls, donc ils ont du mal à changer les choses de fait. Parti héroïque mais sectaire et coupé du grand nombre,
parti forgeant des cadres ouvriers comme aucun parti avant lui, mais au risque nullement d'éviter de l'ouvriérisme, c'est clair aussi, je crois. Parti ancré dans les luttes de classe françaises, mais porté au-delà de lui-même par les expériences soviétiques, dans leur grandeur, mais dans leurs limites que nous connaissons très bien également. Et puis, un parti qui n'a pas réussi encore à forger une politique culturelle vraiment. En réalité, dans les années 20, il n'y a pas de ligne de pensée, une politique culturelle forte à l'intérieur du Parti communiste ces années 20. Il y a des artistes qui rejoignent le Parti communiste pour des raisons différentes, avec des objectifs différents, dans des logiques aussi parfois de rivalité, parce qu'on dit parfois le parti veut imposer une ligne culturelle. Et parfois, ce sont les artistes qui adhèrent au Parti communiste qui veulent donner au parti leur ligne culturelle en faisant la ligne culturelle. Une question qui restera un certain temps dans les problématiques du Parti communiste. Donc, c'est ce parti-là auquel ils adhèrent, et effectivement, Barbus, par rapport aux surréalistes, il a quand même un petit bonus, parce que Barbus, il a eu le prix Goncourt. Quand on ouvre le feu, beaucoup l'ont ouvert, et beaucoup l'ont compris, si je puis dire. Évidemment, les audaces surréalistes sont plus difficiles pour rayonner massivement, et même pour avoir un écho important. Donc Barbus a quand même un avantage auprès de la direction communiste par rapport à ces jeunes gens un peu dandys, souvent difficiles à comprendre, et qui en plus ont des prétentions en réalité à donner une orientation générale quand même. Il y a cette question-là qui se pose. Au total, après donc cette adhésion, 1926-1927, on a un compagnonnage complexe, à l'intérieur, à l'extérieur, qui va être marqué par quelques dates un peu importantes. Évidemment, on pense ici, en tout premier lieu, puisque vous êtes ici même, qu'a eu lieu, non pas dans ce bâtiment, vous le savez bien, mais dans ce qui était avant ce bâtiment. C'est ici qu'a eu lieu, en 1931, la contre-exposition coloniale, sur cette place. Donc, c'est-à-dire, alors que les radicaux, sans être vraiment épouvantablement anti-militaires ce soir, vous m'excuserez, c'était les radicaux qui organisaient les grandes fêtes pour dire la colonisation c'est magnifique et les nègres sont vraiment des gens sans culture, etc., et tous les autres. Et donc ici, les communistes, avec les surréalistes, organisent la contre-exposition coloniale dans laquelle ils disent, eh ben non, c'est pas les sous-hommes, mais ils ont même une culture, on va vous la montrer, on va faire une exposition. Et il y a aussi évidemment une partie à la gloire de l'Union soviétique, réelle ou fantasmée, les deux évidemment, avec en disant que là-bas, autre chose se fait de ce point de vue. Donc il y a ce moment-là, qui est un moment très important, 1931, la contre-exposition coloniale, et en même temps, déjà, c'est le début des difficultés, puisqu'il y a un congrès international à Kharkov qui est organisé, Kharkov-Kharkiv, selon ce que vous voudrez en ce moment, dans le monde difficile que nous vivons là-bas en ce moment, et donc où il commence à y avoir des tensions assez fortes entre Aragon d'un côté avec Sadoul et les autres surréalistes derrière Breton. Malgré tout, ça ne s'arrête pas à Kharkov, malgré les ruptures et les difficultés majeures qui vont exister entre Aragon, Breton et tous les autres. Il y aura un compagnonnage qui va un petit peu se réaliser à l'intérieur pour une partie de l'AEAR, c'est-à-dire l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, qui va durer un temps, prendre des formes plus ou moins grandes. Et puis il y a le moment de la résistance, qui est un moment où les choses vont, à certains égards, vont bouger. Des rapprochements et des éloignements en même temps, puisque d'un côté, vous allez avoir des rapprochements, c'est-à-dire que Éluard, évidemment, je parle sous ton contrôle cette fois-ci, comment dire, se rapproche nettement, cette fois-ci, de lui qui s'était éloigné des communistes, va se rapprocher fortement, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le cadre de la guerre, et à l'inverse, les d'autres surréalistes, le groupe surréaliste Canal historique, qui reste au côté de Breton, va au contraire se déchaîner contre cette poésie de la résistance. Ça s'appellera, alors qu'il y a ce recueil que vous connaissez qui s'appelle L'honneur des poètes, les surréalistes répliquent parce qu'ils s'appellent le déshonneur des poètes. Bon, eux étant par ailleurs souvent partis aux États-Unis, comme vous le savez aussi. Cependant, pour finir, puisqu'on est ici, cette fois-ci, non pas au lieu de la contre-exposition, mais dans la salle du comité central, je veux quand même dire un mot, pour finir, du vieil Aragon, et du vieil Aragon notamment qui s'exprime au comité central. Aragon, je parle à nouveau sous son contrôle, comment dire, le vieil Aragon, il parle souvent quand même des surréalistes, et il en parle alors qu'il en est sorti, et il en parle beaucoup avec
avec beaucoup de tendresse, et ici, au Parti communiste, au comité central du Parti communiste, lorsqu'il y a des tentations un peu sectaires, si je puis dire, il rappelle souvent sa jeunesse surréaliste. Pourquoi faire? Pour dire, attention, ne condamnez pas trop vite ces jeunes gens qui vont dans diverses directions et qui ne vont pas directement applaudir à nos meetings, voire qui nous contestent, qui nous chahutent. Ils sont peut-être habités, comme moi je l'étais quand j'avais leur âge, par une révolte, par quelque chose de profond et de juste fondamentalement. Ils cherchent. Alors, ne frappez pas forcément en disant qu'ils n'ont rien compris et qu'il faut qu'ils aillent voir ailleurs. Peut-être qu'en réalité, il faut que vous entriez en discussion avec eux. Peut-être au contraire, il faut faire effort, un effort de patience et effort d'échange avec eux, parce que peut-être que c'est avec eux que les choses se construiront par l'avenir. Et donc ce moment-là, il correspond évidemment à une orientation politique, il correspond aussi à une question politique culturelle, parce que le moment où je parle ici, donc le vieil Aragon, donc forcément déjà après les années 60, et les années 60 déjà, vous avez eu des formations assez fortes d'une politique culturelle pour le Parti communiste, qui est notamment symbolisée par le comité central d'Argenteuil en 1966, qui justement, après d'autres dates et avant d'autres dates, est une butte un peu marquante en matière de contribution à une politique culturelle communiste qui est en train de se forger et de s'installer, et qui met en son cœur la question de la liberté de création. Donc de ce point de vue, somme toute, peut-être que des dialogues qui n'ont pas lieu avec les surréalistes qui demeurent vraiment à ce moment-là, qui ne font pas rejoindre le Parti communiste à ce moment-là, mais quelque chose, le parti en tout cas des années 60, n'a plus grand-chose à voir avec le parti des années 1920, en tout cas il a beaucoup changé, ne serait-ce que parce qu'il s'est donné une politique culturelle, et là où il pouvait avoir une distance assez grande vis-à-vis des intellectuels et des artistes, là au contraire, il y a une politique d'accueil, et d'accueil non pas dans l'indifférence, mais un accueil en considérant que c'est une dimension essentielle de l'activité politique. C'est bon? Très bien. Alors, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais vous lire la nouvelle que j'ai écrite donc, pour ce recueil de nouvelles collectives 100% féminines sur le surréalisme. Et ma nouvelle s'appelle Séance nocturne. Alors, je ne suis pas comédienne, donc je vous remercie pour votre indulgence. C'était la définition même d'un monstre. L'œil vitreux et suppliant, une collerette blanche maculée de teintes grisâtres, un cou dégarni surmonté d'un mont chauve, et ce gros manteau de plumes drues et noires dont s'exhalait un effluve âcre. Il était là en permanence, à la suivre partout comme un petit chien poisseux, à la regarder en poussant des croassements à peine audibles, ridicule babille eût été la menace qu'il laissait planer sur elle, chétif, mais puissant. Un bébé vautour, en voilà encore une histoire. Elle n'était pas contre l'idée, mais comment le nourrir? Et puis, si c'était pour se faire picorer le ventre par un bec tubérant et sale, tous trois sortis d'un film de Miyazaki, merci bien. Fuir n'était pas une option. Même souffreteux, il n'aurait fait d'elle qu'une bouchée. Et elle voyait bien qu'il avait besoin d'elle. Il faudrait se le coltiner encore longtemps, pas le choix. Et faire attention. Et puis, le soir tombait. Parsemant le sentier chaotique sur lequel elle marchait d'un pas vif, des herbes tenaces mêlées de chardon entaillaient ses pieds nus. Elle ne reconnaissait rien, aucune silhouette d'arbre, aucun carrefour. La lumière et l'air même semblaient différents, hostiles. Sans parler de la créature, toujours sur ses talons. De temps à autre, les fourrés frémissaient, glapissaient, signe d'une présence animale qu'elle ne voulait imaginer. Au loin, des vrombissements stridents la poussèrent à accélérer le pas. Ils approchaient, avec leurs pick-up aux roues boueuses et leurs meutes aboyantes. L'excursion avait pourtant bien commencé. Le soleil du matin, rassurant, éclairait les jardins sages des cottages. La petite troupe hétéroclite devisait en cheminant. Du badinage, des rires, des conversations pas désagréables mais déprimantes. À l'image de la contrée, dont la discrète opulence ne parvenait pas à faire oublier ce qu'elle était, une zone pavillonnaire, rurale et préservée, proprette. Luxe, calme, volupté, ennui. Du reste, sa difficulté à identifier ses compagnons de route renforçait son malaise. Ça ressemblait à un tour organisé d'un lieu ne méritant aucune visite, qui n'était pas fait pour la balade, ou à un week-end bucolique entre amis, flanqué de sa logistique, tour à tour fluide
fluide ou pesante, inhérente à la collectivité. Un groupe se détacha d'ailleurs avec pour mission d'aller faire quelques emplettes au bourg le plus proche pour assurer le dîner et la soirée. D'autres se dépêchèrent de rejoindre la pick-up qui les accueillait afin de profiter d'un apéro entre chiens et loups et de la fraîcheur de la piscine extérieure montée pour l'occasion. La fin de journée respirait la médiocrité tranquille. Elle se retrouva seule, sans l'avoir vu venir. C'est là que la mécanique allait commencer à se dérégler. Impossible de sortir du dédale des rues, toutes semblables les unes aux autres. Elle avançait au hasard, s'éloignant un peu plus à chaque pas des quartiers habités pour s'enfoncer dans la campagne inconnue, sous les ombres grandissantes des chênes et des peupliers qui abritaient son chemin. Elle se rappela la folle rumeur qui avait animé quelques heures plus tôt la conversation du petit groupe, voulant que depuis peu, une horde de chasseurs quadrillât le paysage à la recherche de proies. Même son vautour, qu'elle traînait comme un boulet et qui la ralentissait, ne saurait s'interposer le moment venu pour la protéger. Elle le savait. Il était trop faible. Elle n'avait qu'une seule solution, se faire toute petite, invisible, se hâter, tenter de se repérer dans la pénombre malgré ses paupières lourdes qui gênaient sa vision, l'empêchant de courir et la faisant trébucher à intervalles réguliers. À chaque bifurcation, elle se mettait à couvert, profitant de l'ombre pour ne pas se faire détecter. Elle les sentait tout autour, perchés sur les talus, aux aguets, impatients. Mal dissimulés par leurs fourgonnettes aussi crasseuses que leurs pognes, les prédateurs pointaient l'horizon ici et là, avides de nouvelles cibles. Des grognements trahissaient leur nervosité, dans une langue bestiale saccadée par leur respiration lourde. Casquettes oranges et gilets militaires bombés de munitions. Les traqueurs retenaient à peine leur molosse, qui n'attendait qu'une chose, s'élancer au galop, encercler, planter leurs crocs puants dans la chair tendre. Elle retrouvait dans les gueules patibulaires de ces rustres certains traits de ses comparses du matin. Étaient-ce les mêmes, grimés comme dans un jeu de rôle sordide, ou une projection de sa part, une façon de chercher quelques repères dans cette pénombre striée de flashs lumineux qui jaillissaient des phares de voitures et des lampes torches? Elle avait même réfléchi à une stratégie, si jamais il la découvrait, consistant à rester allongée, immobile et les yeux fermés, dans l'espoir de leur faire croire qu'elle était déjà morte, cadavre abandonné qui ne représenterait nul intérêt pour eux. C'était peu probable, mais son instinct lui répétait qu'elle n'aurait pas d'autre choix, qu'il ne lui laisserait aucune chance. Au petit jour, au terme d'une fuite tambour battant qui dura le temps d'une nuit, la plus longue de sa vie, elle finit par atteindre, essoufflée, une clairière que bordait l'océan. À ses pieds, son vautour était toujours là, vaillant, apparemment peu épuisé, la couvrant toujours de son regard incrédule, celui d'un enfant. L'air sentait la rosée du matin, l'iode, et baignait d'un éclat orangé la jetée minérale qui démarquait à peine la frontière entre l'herbe et l'eau. De temps à autre, celle-ci débordait la pierre par douces vaguelettes. Au loin, les aboiements continuaient de la poursuivre, les armes, la violence. Un rapide coup d'œil aux alentours finit de la convaincre de ce qu'elle savait déjà. Elle espérait un refuge, elle se retrouvait dans un cul-de-sac. Mais elle n'avait plus le temps de réfléchir. Ni une ni deux, elle prit une grande respiration et plongea. La température de l'eau égalait celle du dehors, atténuant la transition entre les éléments. À peine son corps fut-il immergé qu'elle se retourna et contempla une dernière fois la face éberluée aux yeux globuleux qui la regardait s'éloigner toujours plus loin vers les profondeurs. Il était prêt, il s'en sortirait, elle en était sûre. D'ailleurs, il n'avait pas l'air inquiet, simplement étonné. Elle ralentit sa plongée et prit son temps pour appréhender son nouvel environnement. La douceur de l'eau apaisait ses jambes écorchées par sa cavale buissonnière. Elle n'éprouvait aucune difficulté pour respirer, les battements de son cœur ralentirent. Ses mouvements amples et lents la propulsaient naturellement dans le néant qui l'entourait, sans effort, débarrassée des lourds vêtements qui la couvraient auparavant. Il n'y avait pas de fond, et la surface était lointaine maintenant. Sous l'eau, la clarté continuait de régner, une transparence qui ne donnait à voir rien d'autre que la profondeur dans laquelle elle s'enfonçait. Elle nagea longtemps, regagnant des forces et retrouvant le calme intérieur à chaque brassée. Le paysage changeait progressivement. De nu, il se fit habiter, accueillant. Des poissons multicolores aux formes baroques virevoltaient autour d'elle, papillonnaient, intrigués par cette présence incongrue. Certains la frôlaient, sans mauvaise intention, avant de filer ailleurs, comme s'ils lui disaient « D'accord, tu as le droit d'être ici ». Elle commença à entrevoir les contours d'un autre monde en bas. C'était comme une cité aquatique,
une superstructure colossale et tentaculaire, dont les fondations plongeaient à la verticale dans les tréfonds de la mer. D'immémoriales tours de pierre trouées d'ouvertures rondes étaient reliées entre elles par des ponts savamment ouvragés, surplombés de colonnades sculptées. L'ensemble formait un vaste labyrinthe suspendu, éclairé de l'intérieur par une faible lueur qui faisait miroiter ses ombres sur les murs de cette ville aux airs de royaume mythologique. Le tout bourdonnait de vie. La faune et la flore y envahissaient tout, autorisées elles aussi à vivre là. Des lianes s'y balançaient mollement, tandis que la mousse, camailleux de verre presque surnaturel, enrobait les ramifications de ce vaisseau de calcaire, de marbre et de granit. Des êtres indéfinissables se mouvaient furtivement à l'intérieur, et elle se dirigeait vers eux. Elle commençait à se sentir chez elle, dans ce continent perdu. Au milieu des créatures mi-hommes, mi-poissons qui voguaient ici et là, d'autres habitants en pieds palmés marchaient le long des coursives délabrées. D'un battement de jambes, elle se rapprocha d'un petit groupe de femmes réunies sur une passerelle ornée d'arcades, et dont les visages auréolés de chevelures flottantes lui semblaient familiers. Vêtues de robes vaporeuses aux teintes pastel, les silhouettes graciles s'écartèrent pour lui permettre d'atterrir sans heurts. Elles lui prirent la main spontanément et la regardèrent avec douceur. Certains de ces visages lui rappelèrent les traits de sa grand-mère, de sa mère, sa tante ou sa cousine. Les femmes de sa famille, devant qui elle se sentit à nouveau une petite fille de 10 ans, elle qui ne voulait pas donner la main à son aïeul, qu'elle accompagnait faire des courses au moment de traverser la rue. Quand tous les matins il fallait accomplir la routine, aller chercher le pain, le journal, passer par la poissonnerie acheter quelques cétos pour l'entrée du midi, saluer le coiffeur, aller dans les rayons du magasin de souvenirs dans lequel on était sûr de dénicher chaque jour de nouveaux trésors de vacances. D'un coup, tout lui revint en mémoire. La perte soudaine, brutale, et les accidents successifs. Ce chauffard en cabale qui surgissait au détour des rues, bolide lancé à tombeau ouvert, prêt à écraser quiconque se trouvait sur son passage. Elles avaient couru, avaient tenté de se rejoindre, de s'avertir, de s'échapper. Mais il était trop rapide, trop agressif. Un animal imprévisible que rien ne pouvait raisonner. Comprendre son objectif était impossible, il n'en avait pas. Il les avait fauchées toutes, l'une après l'autre, sans explication. L'absurdité de l'existence lui était alors tombée tout entière dessus, sans espoir de retour en arrière. Elle se souvint des cohortes de flics lancés en vain à sa poursuite, des unes de journaux affichant des portraits de lui au volant de son engin de mort, casque en cuir collé au crâne, lunettes rondes de pilote cachant un regard fou, comme tout droit sorti d'une époque révolue ou d'un asile aliéné. Et c'est ainsi qu'elle avait dû vivre, sans elle et sans comprendre, ne pouvant compter que sur elle-même. Conscience solitaire dans un tunnel où se succédaient à l'infini de fines arêtes verticales aussi aiguisées qu'un fil de fer, un fil de verre. L'émotion l'étreignit de les retrouver là, dans ce lieu nébuleux, des années plus tard, lui tenant la main avec fermeté au cœur de l'océan. Les femmes semblaient vouloir lui dire quelque chose, ouvrant parfois la bouche pour articuler des mots, sans qu'aucun son n'en sortît. C'était inutile. Ce lien qu'elle pensait perdu pour toujours s'était reconstitué spontanément. Éphémère chaleur, chaîne de souvenirs partagés qui la fit se sentir moins seule. Elle comprit alors qu'il était temps de repartir, de laisser les femmes de s'aligner dans cet inframonde intérieur dont elle emporterait l'image avec elle. Elle regarda chacune de ses parentes, détaillant les boucles argentées de sa grand-mère, puisant dans son regard bleu ciel la force de son histoire. Et d'une grande impulsion du pied, elle repoussa la pierre de la passerelle. Il était temps de regagner la surface. La remontée fut légère. Elle était accompagnée non plus par les êtres aquatiques de l'allée, mais par les images de son enfance. En haut, le bébé vautour l'attendait, l'air apaisé. Elle respira de nouveau. Face à elle, la dame en tunique de lin ocre, lunettes écailles et sautoir en ambre, releva son crayon et haussa le sourcil. Et après, lâcha-t-elle, d'un ton dont il était difficile de savoir si c'était celui de la curiosité, du mépris ou de la lassitude. C'est tout. La dame décroisa ses jambes, regarda sa montre et ferma son cahier. L'autre reprit, contrite. C'est tellement limpide que je me demande ce que ça dit de moi, la nullité de ces rêves, comme si je n'avais pas de vie intérieure. Oubliez Freud et la psychanalyse. Pourquoi ces rêves vous intéressent-ils? Je ne sais pas. Réfléchissez. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. Ça fera 70 €, donc à bientôt. Merci, madame, au revoir. La jeune femme descendit par un fastueux escalier boisé puis un ancien monte-charge en fer forgé,
les 8 étages qui séparaient la rue de la garçonnière de sa thérapeute, nichée sous les toits d'un immeuble haussmannien. Dehors, un message l'attendait sur son téléphone. « Café ?» Elle tapota sur le clavier. « Ok, j'arrive. Rapide par contre, je dois filer au taf après. » Un café à 2 € et le débrief hilar de la séance psy plus tard. Elle partit travailler en pleine forme. Dans le métro, elle songea au sujet de son prochain article. Les psychothérapeutes inquiets face au boom du développement personnel. Et sourit. Et parce qu'il est important, sans aucun doute, qu'on puisse échanger les uns et les autres, que vous puissiez poser des questions à nos trois participantes de ce soir. Ça a été dit en septembre 1925, il y a donc un peu moins de 100 ans, le journal L'Humanité, alors organe central du PC, publiait pour la première fois un texte qui portait la marque des surréalistes, non sans réserve, vous l'avez compris, encadrant la publication d'un avant-propos marquant clairement une distance avec cette initiative, avec ce texte, avec cet appel intitulé « La Révolution d'abord et toujours » qui a été lu tout à l'heure. Mais dans cette fin de soirée, il vaut la peine de citer encore le début de ce texte rageur. C'est ce que je vais faire. Le monde est un entrecroisement de conflits qui, aux yeux de tout homme un peu averti, dépasse le cadre d'un simple débat politique ou social. Notre époque manque de voyants. Mais il est impossible à qui n'est pas dépourvu de toute perspicacité de n'être pas tenté de supputer les conséquences humaines d'un état de choses absolument bouleversant. Citer, certes, mais s'interroger. Car ce que pointe ce début de texte, dont la suite est tout particulièrement politiquement virulente, semble bien être encore d'une incontestable actualité. Indéniablement, aujourd'hui, le monde est un entrecroisement de conflits. Et nous qui sommes réunis ce soir, nous qui abjurons ces conflits, nous n'avons de cesse d'en dénoncer les conséquences humaines, parce que nous possédons, que nous nous efforçons de posséder cet état de perspicacité dont parle ce texte sans pour autant être des voyants. En effet, la prophétie, c'est pas trop notre truc. Nous choisissons la raison, mais le regard des surréalistes sur le monde ne vise-t-il pas à le dévoiler, à dévoiler le monde, à le dévoiler dans sa déraison. Se contenter les surréalistes avec brio, reconnaissons-le, panache, sens de la dérision, et non sans raison, dans une période de basculement au sortir du premier conflit mondial, c'est de renverser la table plutôt que de faire table rase. Il s'inscrivait dans une lignée de poètes et de créateurs qui avaient déjà compris que de nouvelles formes devaient apparaître. Le mouvement Dada, en particulier, fut le premier ferment de cette révolution esthétique. Ils refusèrent les formes traditionnelles et l'esprit de caserne. Ils interrogèrent la folie et la normalité, le conscient et l'inconscient, le rêve et la réalité. Toutes ces contradictions qui traversent chaque être humain dans sa complexité et sa singularité. Révolution, le mot n'est pas galvaudé. Soucieux de participer aux transformations du monde, les surréalistes sont interrogés sur la possibilité d'adhérer au PC. Elle est importante, cette question de l'adhésion, car il s'agissait bien plus pour eux de rejoindre le PC que le marxisme. Parce qu'il avait été, le PC, le seul parti, ça a été dit ce soir, à prôner en 1925, lors de la guerre du Rif, la libre détermination des peuples et la fin du colonialisme. Pour les surréalistes, il s'agissait avant tout de dire non à la guerre, non aux guerres, et en conséquence, pour cela, il fallait mettre fin au colonialisme. Il s'agissait d'inscrire leurs gestes révolutionnaires dans le politique et de rechercher des alliances afin de porter leur révolution esthétique plus loin, plus en avant. 100 ans plus tard, peut-on encore se poser ces questions? La forme nouvelle que prend le capitalisme en ce début du XXIe siècle, sa forme illibérale qui s'installe avec fulgurance outre-Atlantique, mais aussi ici, doit engager de notre part une riposte à la hauteur qui puisse répondre aux inquiétudes contemporaines. Cette riposte, pour avoir de la force, doit certainement retrouver de la virulence politique. La proposition politique se doit de retrouver souffle poétique,
Inventer un futur désirable ne peut s'envisager sans un souffle partagé avec toutes celles et tous ceux qui aspirent à changer le monde. Le débat ainsi renouvelé peut devenir échevelé, c'est sûr, mais il nous garantira de conserver en nous la part si fragile de nos idéaux politiques, de nos idéaux de pacifisme. Oui, il doit y avoir aujourd'hui dans l'engagement politique de la subversion. C'est ce que nous rappellent les surréalistes, comme une manière de pousser plus avant la pensée. On connaît l'histoire. Nombre d'entre les surréalistes ne poursuivirent pas de très loin le compagnonnage avec le PC, mais nombre s'y engagèrent résolument. Il existe aujourd'hui encore des mouvements artistiques ou esthétiques qui pourraient apporter leur contribution à un grand mouvement historique révolutionnaire. Les plasticiens et les plasticiennes, les poétesses et les poètes, les musiciennes et les musiciens pourraient toutes et tous nous accompagner. En cette période de triomphe de l'individualisme libertarien, on peut parfois en douter, certes. L'art et l'esthétique réduits à n'être que des marchandises perdent de leur pouvoir symbolique, tout comme la politique finalement. C'est bien pourquoi il est temps pour nous, artistes, intellectuels et politiques, de se redonner mutuellement espoir et de réinventer collectivement les possibles, de réinventer la langue, les langages qui nomment et agissent le monde, ferment poétique et politique. Réinventons la poétique dont a besoin l'humanité. Que pouvons-nous faire naître comme force créative, comme le stipulait Walter Benjamin, pour abattre le capitalisme? C'est pourquoi nous avons voulu organiser cette soirée, la commission culture du Parti communiste, qui se veut être une soirée contributive et non contemplative. L'engagement de la commission culture va se poursuivre et redoublera d'intensité dans ces temps d'attaque contre le monde de la création artistique et culturelle. Dès à présent, nous nous retrouverons demain matin à 11h, jusqu'à 15h dans les locaux de la Fédération de Seine-Saint-Denis pour lancer nos pensées, nos rêves à l'assaut des îles libéraux. Et d'autres initiatives viendront à Paris et dans les régions pour reconstituer et pour continuer à reconstituer des perspectives émancipatrices et, une fois encore, je le redis, pour lancer nos pensées, nos rêves à l'assaut des îles libéraux. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette soirée. On peut prendre quelques temps pour répondre à des interrogations, des questions, avant d'avoir une petite surprise musicale pour la fin. Et remercie encore une fois toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette soirée. Voilà, s'il y a des questions, faites passer le micro. Merci beaucoup.